BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour et bienvenue dans le club BFM Crypto. Le règlement MiCA est en vigueur depuis hier pour le volet stablecoin. On avait peur d'avoir un règlement sans personne à réguler. Eh bien, ce ne sera pas le cas. C'est officiel depuis hier soir. Circle devient le premier émetteur de stablecoin au monde à se conformer au règlement MiCA. Circle peut donc émettre en toute conformité l'USDC, deuxième stablecoin au monde sur tout le marché crypto, et aussi son stablecoin adossé à l'euro. On en parle dans quelques instants avec Lilian Liega. Bonjour Lilian, bonjour. Journaliste chez Crypto. C'est toujours de plus en plus la course aux ETF crypto spot en lumière générale. Après le ETF Bitcoin spot en janvier aux États-Unis, les ETF Ethereum spot pourraient eux être listés aux États-Unis après-demain. Tandis qu'on apprend qu'en fin de semaine dernière, que le gestionnaire d'actifs américain VanEck a déposé une demande d'ETF pour la crypto Solana. Enfin, les rôles s'inversent. C'est désormais la SEC qui se fait attaquer. On apprend aussi que la deuxième plateforme crypto au monde, Coinbase, poursuit le gendarme boursier américain. On en parlera avec vous dans quelques instants. Cyril Sabac, bonjour. Managing Director de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Mais d'abord, c'est l'heure du point marché avec Vincent Gann. Bonjour Vincent, analyste financier indépendant qui est avec nous. Bon, j'ai l'impression que les jours passent et se répètent un petit peu en ce moment sur le Bitcoin. Je le rappelle pour prendre un petit peu de recul, on est à plus 100% sur un an, mais moins 8% sur un mois, on gagne 2,5% sur la semaine et aujourd'hui, on est en gros à 0%. À l'heure où on se parle, on est aux alentours des 62 700 $, Vincent. Où va-t-on ? Oui, alors Amaury, effectivement, le marché essaie de se stabiliser. Vous savez, il a subi un drop récemment sur record historique. Et puis la session boursière du lundi 24 juin, qui a été une session de forte liquidation de positions acheteuses. Et puis le marché s'est stabilisé sur le bas du range que vous décrivez bien sur votre antenne depuis 3-4 mois maintenant, les 58 000, 60 000 $. Alors en effet, il essaie de se stabiliser, mais ce n'est pas une mince affaire au regard des enjeux fondamentaux immédiats. Alors, ils maintiennent la pression sur les indices boursiers. Il y a des tensions aussi, comme d'habitude, sur les taux obligataires sur le dollar US. Bref, c'est pas, je dirais que le Bitcoin n'est pas rendu par rapport à son contexte cross-asset. Maintenant, la question que se posent les chartistes, la purge s'est-elle terminée il y a une semaine ? Voilà, la purge s'était terminée le 24 juin dernier. Il y a eu un volume très important de liquidation et en général, c'est symptomatique d'un point bas. Depuis, le marché a rebondi de 3 000 $, de 60 à 63. Il a franchi des résistances court terme. Il y a l'amorce, moi je parlerai comme ça, l'amorce de caractéristiques techniques de fin de purge. Vous voyez, je ne prends pas trop de risques. Il y a une survente importante sur l'environnement des altcoins. Donc effectivement, moi je pense qu'on est toujours en zone basse, même s'il devait y avoir encore une dernière petite purge sous les 58K. Nous sommes dans une zone basse de moyen long terme. Par contre, voilà, toute franchise, au stade actuel, on ne peut pas affirmer que le bottom a été trouvé. En fait, BTC s'expose à une réplique de la baisse tant qu'il ne franchit pas la bonne résistance. Cette bonne résistance, elle n'a pas été franchie. Moi, je pense, à mon humble avis, encore une fois, l'avoir identifiée. Ce sont les 64 500, 65 000 $. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup d'outils de l'analyse technique mettent en avant cette zone de prix. Il faut la franchir pour pouvoir affirmer que le point bas est fait. Donc, en attendant, prudence. Mais pour la vue de marché moyen-long terme, n'ayez aucun doute, cher Amaury, c'est haussier. Haussier, Vincent Gann, souvent haussier ici. Et Vincent, juste, là on parlait du Bitcoin, mais si le Bitcoin monte, vous pensez que le reste du marché devrait suivre assez vite ou il y aura, comme on l'a habituellement, souvent un décalage de quelques semaines, voire plusieurs mois avec le reste du marché ? Oui, alors pour le moment, la dominance du Bitcoin reste en tendance haussière, donc on n'est pas encore dans ce qu'on appelle la saison des alts, mais le reste du marché, les troupes suivront toujours le général, et puis il viendra un moment où les troupes dépasseront même le général Bitcoin. Et moi, je reste persuadé que là, en termes d'opportunités, c'est du côté des altcoins que vous avez des prix, vous allez voir, dans quelques mois, ce seront des prix qui feront rêver. Bon, écoutez, c'est dit. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, Vincent Gann a parlé, analyste financier indépendant. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Bonne journée et à très bientôt Vincent. Lilian, je le rappelle, journaliste chez Cryptost. Lilian, la grande nouvelle du jour, c'est que Circle, le deuxième émetteur de stablecoin au monde, s'est conformé, ça y est, au règlement MiCA, qui faisait peur à pas mal de monde chez nous en Europe, qui est entré en vigueur, je le rappelle, il y a moins de 48 heures, il y a 48 heures, et on avait peur que tout simplement personne s'y conforme. Tether a dit non, mais nous, en tout cas à l'instant T, ça ne nous intéresse pas, on s'y conformera pas. Et il y a quand même le deuxième émetteur de stablecoin au monde, Circle, qui s'y conforme. Voilà, qu'est-ce que ça change pour nous en Europe ? Alors, je commence en disant, comme vous l'avez bien expliqué, c'est une actualité assez majeure, je pense, quand même, pour l'industrie des crypto-monnaies en France et en Europe, et notamment pour les acteurs qui sont des prestataires de services sur actifs numériques qui
avaient un petit peu cette inquiétude quand même qui pesait au-dessus d'eux sur comment est-ce qu'allait évoluer leur activité maintenant que le règlement MiCA et notamment les volets sur les stablecoins est entré en vigueur. Et donc on a appris hier que la société américaine Circle est devenue donc le premier émetteur de stablecoins à cocher toutes les cases de cette réglementation MiCA, encore une fois sur le volet des stablecoins. On l'a appris par le biais d'une conférence de presse qui s'est tenue hier dans les locaux de Circle à Paris et où donc Jérémy Allaire, le PDG de Circle, nous l'a annoncé. Ça y est, en effet, l'entreprise a la possibilité d'émettre en toute conformité ces deux stablecoins. Donc vous l'avez expliqué en début d'émission, on a l'USDC, stablecoin adossé au dollar, et deuxième plus gros stablecoin du marché quand même, il faut le préciser, un petit peu plus de 30 milliards de dollars de capitalisation si je ne dis pas de bêtises. Et puis le deuxième stablecoin qui lui est adossé à l'euro, le URC. Et qui est donc un stablecoin beaucoup moins capitalisé, je crois 50 millions de dollars si je ne me trompe pas. Comme il l'a rappelé hier Jérémy Allaire, c'est quand même beaucoup de travail pour atteindre cet objectif. Ils ont dû obtenir leur enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique, on en parle, c'est l'un des prérequis auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Et donc voilà, plusieurs mois d'échanges entre le régulateur et les équipes de conformité de Circle. Évidemment, Jérémy Allaire s'en est félicité et il s'est surtout un peu subtilement félicité d'être le premier à le devenir et de s'ouvrir quand même un marché énorme avec l'Europe, de pouvoir prendre ce rôle de leader en fait sur le marché européen parce que et je pense notamment à l'entreprise Tether aux États-Unis, émettrice du premier stablecoin cette fois-ci adossé au dollar et le premier stablecoin de l'ensemble du marché, l'USDT, qui, elle, a décidé de, en tout cas pour le moment, ne pas aller dans la direction de la réglementation MiCA. Donc ça ouvre un boulevard évidemment pour Circle, mais maintenant qu'est-ce que ça va changer factuellement ? D'abord pour eux, eh bien, il faut savoir qu'auparavant, comment est-ce qu'ils fonctionnaient ? En fait, c'était assez simple. Tout se passait aux États-Unis. C'est-à-dire que quand vous étiez une entreprise et que vous souhaitiez soit émettre, enfin en tout cas utiliser ce stablecoin USDC et donc en émettre ou en détruire en fonction des flux de votre entreprise, vous communiquiez avec Circle aux États-Unis et c'est-à-dire que vous alliez déposer des collatéraux dans les coffres de Circle là-bas et on vous donnait des USDC et inversement. Bref, maintenant on va séparer en fait les deux marchés. On va avoir le reste du monde et notamment les États-Unis aux États-Unis et on va avoir à Paris en France avec l'entité Circle France qui s'en occupera le même schéma mais donc en France pour toute l'Europe, c'est-à-dire que tous les acteurs français et européens discuteront directement avec Circle France et c'est eux qui émettront en fait les USDC pardon, donc il y aura vraiment deux entités séparées. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais pour les utilisateurs en eux-mêmes, c'est-à-dire je parle même pas des entreprises intermédiaires entre Circle, enfin les pros qui sont entre Circle et les particuliers. Pour les particuliers, ça va changer quelque chose concrètement ou pas ? Pour les particuliers, vraisemblablement rien du tout. Si vous êtes un détenteur d'USDC, que ce soit sur une plateforme d'échange de crypto, un broker, dans votre portefeuille numérique ou même dans un protocole de finance décentralisé, puisque c'est à la fois on-chain et sur des plateformes, ça ne changera strictement rien pour vous en réalité. Vous n'aurez juste, vous pourrez continuer à les utiliser tout à fait normalement. Maintenant, et c'est ça que j'expliquais en tout début d'émission, là où en fait on a eu un éclaircissement de la situation, c'est pour tous les acteurs qui sont prestataires de services sur actifs numériques. Et ça fait écho à votre émission d'hier, Amaury, avec Sarah Compagnie, qui a fait une chronique que j'ai écoutée avec attention. Elle expliquait, ça fait plaisir. Elle expliquait très correctement un élément que je trouvais vraiment intéressant, c'est en fait cette incertitude pour tous ces acteurs qui sont prestataires de services sur actifs numériques, pour qui, eh bien, comme vous l'avez expliqué, il n'y avait pas vraiment d'acteurs régulés. Alors, il y avait des solutions, j'exagère un petit peu. On a un stablecoin qui est en cours d'être régulé, celui de SG Forge. On avait des acteurs, mais ce sont des stablecoins qui sont très peu capitalisés. Et donc, on se disait, étant donné que ces stablecoins, c'est un peu la pierre angulaire de leur activité, c'est le pont entre finance traditionnelle, monde entre guillemets réel, et celui de la blockchain, c'est vraiment ce qui leur permet, et là je parle de la quasi-totalité de ces prestataires, c'est voilà, la pierre angulaire de leur activité, ne pas avoir d'acteurs régulés selon les règles de MiCA qui est entrée en vigueur hier, c'était une pression, c'était un stress. Désormais, ils ont Circle, ça y est, on a eu la réponse dès le lendemain et c'est quand même vraiment rassurant et c'est pour ça que je parlais d'un tournant pour le marché. Que voilà, on est rassuré, on a un des plus gros acteurs du monde qui entre dans le cadre de cette réglementation et voilà, ça lève ses inquiétudes. Cyril Sabag, question un peu à la volée, libre à vous de la prendre ou non. Circle se conforme à MiCA, deuxième stablecoin en termes de capitalisation du marché, mais pas Tether.
Tether, voilà, suivant comment on le prononce. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, le fait que Tether soit pas intéressé, ou alors est-ce que c'est du bluff, on ne sait pas, mais en tout cas disent officiellement pour l'instant non, nous, on se conformera pas à MiCA. C'est quoi, c'est le marché européen les intéresse pas? J'en avais discuté un petit peu sur ce plateau il y a quelque temps. Tether trouve la réglementation européenne un peu trop stricte. Et ça lui imposait en termes de divulgation et en termes de contraintes des choses un peu trop importantes, et c'est la raison pour laquelle la société a préféré pour l'instant ne pas se conformer à MiCA. Et ça aurait pu être aussi un problème pour Circle. Et finalement, ça l'est moins pour eux. Oui, ça l'est moins, et ils ont plutôt vu ce refus de Tether comme une opportunité pour pénétrer le marché européen. Finalement, vous pensez que comme Tether n'y va pas, ça les a encouragés d'autant plus à y aller? Oui, c'est comme ça. En tout cas, c'est la lecture qui a été faite par pas mal d'analystes crypto sur le sujet. Après, bon, il est assez ironique de voir que c'est une structure non européenne qui, au final, est la première à avoir la réglementation MiCA et à se conformer à la réglementation MiCA. C'est un petit peu... C'est vrai, bon, ils émettent quand même un stablecoin euro, mais comme le disait Lilian tout à l'heure, bon, il n'est pas très capitalisé. Oui, et ça vient pas d'une structure européenne. Après, oui. sur l'impact que ça peut avoir sur les utilisateurs, on voit quelques bourses aujourd'hui sur les utilisateurs européens dire nous n'accepterons plus l'USDT, enfin en tout cas on se conformera à MiCA, et donc de ce fait l'USDT, il y aura une sélection sur les stablecoins qui seront acceptés, on va dire, sur les bourses dans lesquelles les acteurs, les clients sont européens, pour lesquels les clients sont européens. Donc il y a aussi un petit impact qui peut être là. Mais globalement, pour répondre à votre point, oui, c'est, on va dire, d'un point de vue stratégie, je pense que Circle s'est dit, voilà, c'est une opportunité pour nous, puisque Tether, le premier, n'y va pas. Et question que je vous pose à tous les deux, alors on n'a pas forcément la réponse, là on discute, on émet des hypothèses. Certains disent que la réglementation MiCA telle qu'elle est présentée serait plutôt défavorable aux très gros acteurs, pour éviter qu'ils émergent trop, pour essayer de protéger, entre guillemets, le futur euro numérique qui viendrait peut-être en 2027, et que ce serait peut-être une manière de le protéger, de plutôt favoriser les plus petits acteurs. Est-ce que vous avez une remarque là-dessus? À titre personnel, je vais vous avouer que c'est pas un sujet que j'étudie particulièrement, c'est pas la partie de cette industrie des crypto-monnaies qui me passionne le plus. Néanmoins, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est dans l'autre sens. Enfin, on l'a vu, on a donc ce statut prestataire de services sur actifs numériques en France. On avait donc l'enregistrement, l'agrément. Personne sur l'ensemble des candidats à obtenir cet agrément, aucun n'a réussi à l'obtenir. Et pourtant, le seul, ça a été finalement un grand acteur, ça a été SG Force, c'est une banque. Donc les petits acteurs, pour moi, ce sont des purs players crypto. Et alors, oui, je reformule un peu ma question. C'est vrai que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions qu'on a données là, en tout cas dans MiCA, c'est onéreux, ça demande des moyens, donc ça favoriserait plutôt les grands. Mais moi, en discutant avec certains acteurs, certains me disaient finalement, par rapport à l'euro numérique, ils n'auraient pas vraiment intérêt à ce qu'il y ait des trop gros acteurs, trop capitalisés. Ils auraient plutôt intérêt à ce que le marché, en tout cas, soit plutôt éclaté en plusieurs stablecoins, plutôt qu'un qui dominerait le marché. Alors, dans ce sens-là, probablement, pour terminer ce que je voulais expliquer, en effet, si on regarde juste au sein de l'industrie des cryptos, pour l'instant, le règlement MiCA a l'air de plutôt favoriser les grands acteurs qui ont une force de frappe à la fois sur l'aspect conformité et tout simplement pour financer en fait ce que ça représente d'obtenir ce genre de statut-là. Tous les acteurs ne peuvent pas se le permettre. Donc au sein de l'industrie, non, ça favorise les grands acteurs. Ça, c'est pour moi certain. Maintenant, il est possible que, en effet, pour favoriser un euro numérique, on soit prêt à mettre en place diverses règles qui freineraient le développement des acteurs, puisque du coup, ça freine naturellement leur développement, c'est certain. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils en soient encore à ce genre de réflexion-là, et dans tous les cas, s'ils souhaitent véritablement imposer l'euro numérique, ça se fera. Ça se fera par différentes méthodes et ils pourront l'imposer beaucoup plus simplement. Notamment par rapport au fait qu'aux États-Unis, il n'y ait pas de dollar numérique, en tout cas pour l'instant, qui soit prévu, contrairement à chez nous en Europe où, notamment la BCE aimerait bien avoir un euro numérique. Je ne sais pas si vous avez une remarque là-dessus. Non, je suis plutôt aligné avec Lilian. Effectivement, on a vu que les gros acteurs, les acteurs qui émergeaient, que ce soit SG Forge
ou là Circle, ce sont quand même de très gros acteurs avec des moyens financiers importants. Après, est-ce qu'il y a une volonté de blocage vis-à-vis de l'euro numérique? L'avenir le dira. C'est un peu compliqué pour l'instant de se positionner sur le sujet. C'est un petit peu tôt, mais voilà, je suis plutôt aligné avec ce que vient de dire Lilian. Pour cet euro numérique, s'ils souhaitent vraiment le développer et le propulser, ils auront tous les outils pour le faire de toute manière, qu'il y ait des acteurs en face ou pas. L'euro numérique, c'est, à mon sens, c'est pas un concurrent au stablecoin. C'est un concurrent pour moi à Bitcoin, et s'ils veulent faire passer cet euro numérique, ils ont toute la capacité de le faire sans avoir besoin de taper sur les acteurs qui émettent des stablecoins. Donc non, j'ai pas de peut-être que ça fait partie de leur stratégie, mais en tout cas ils en auront certainement beaucoup d'autres dans les mois à venir, et on aura l'occasion d'en discuter à mon avis s'ils veulent vraiment le faire passer. Ce ne sont évidemment que des suppositions, et puis on a le temps parce que l'euro numérique c'est pas avant 2027 a priori. Donc on a un peu le temps il y a des choses qui peuvent se passer d'ici là. Cyril, on voit du côté des États-Unis que c'est maintenant Coinbase, deuxième plateforme d'échange crypto au monde, qui poursuit la SEC, je le rappelle, le gendarme boursier américain. On a appris ça jeudi dernier. Qu'est-ce qui se passe là? Les rôles s'inversent? Alors, on sait que Coinbase, de manière générale, aime bien pousser le régulateur, en tout cas faire en sorte d'avoir de la clarté réglementaire en allant attaquer ses concurrents. Là, pour le coup, la SEC. Donc là, ce qu'on a vu, alors c'est un petit peu technique, donc Coinbase a poursuivi en fait deux entités, la SEC, donc le régulateur américain, et la FDIC, c'est-à-dire la Federal Deposit Insurance Corporation, et en utilisant un acte qui existe aux États-Unis qui s'appelle le Freedom of Information Act. Quel est le but et pourquoi Coinbase a fait ça? Coinbase souhaite que ces deux organismes nationaux, fédéraux, en disent un petit peu plus sur la façon dont ils ont empêché les entités autour de l'écosystème crypto d'ouvrir des comptes bancaires. On le sait, lorsqu'on a une activité autour de la crypto, il est extrêmement compliqué d'ouvrir des comptes bancaires. Et aux États-Unis, c'était le cas. Et grâce à ce Freedom of Information Act, Coinbase a la capacité de demander à ces entités de communiquer, de fournir toutes les communications autour de ce sujet. Elle veut pousser en fait le régulateur américain à ouvrir un peu plus les vannes pour les différents acteurs de l'écosystème crypto, pour que ce soit moins difficile d'ouvrir des comptes bancaires et un peu plus démocratiser les choses. Voilà, donc on le sait, Coinbase est toujours relativement agressif avec la SEC. On sait qu'il y a une bataille aussi aujourd'hui encore sur la partie Unregistered Exchange, Securities Exchange, donc le fait qu'aujourd'hui il y a une bataille pour savoir est-ce que Coinbase est une bourse qui permet l'échange des titres. Donc il n'y a toujours pas de réponse de la SEC. Donc la SEC accuse Coinbase de ne pas l'être, mais ne lui donne pas les moyens de l'être. Donc c'est tout le paradoxe. Et paradoxe suprême, on l'a entendu, les États-Unis ont vendu récemment du Bitcoin et ont utilisé comme plateforme Coinbase. C'est très drôle. Voilà, on se rend compte que c'est un peu je t'aime moi non plus. C'est pas très clair, mais une chose est sûre, Coinbase pousse pour avoir de la clarté réglementaire. Puis Coinbase est un acteur en plus en plus puissant. C'est eux d'ailleurs qui détiennent la plupart des réserves en Bitcoin, des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis aussi. Oui, en particulier par le fait qu'ils sont custody, en fait, qu'ils sont dépositaires. Donc oui, tout à fait. Bon, clairement. Lilian, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet. Écoutez, Amaury, il y avait une autre actualité qui traite un petit peu qui va en tout cas dans ce sens-là de comment est-ce que la SEC se comporte en ce moment vis-à-vis des acteurs crypto, celle de Binance qui a eu enfin une réponse suite à sa demande à la cour des États-Unis d'avoir un recours à cette attaque qu'avait porté la SEC contre Binance en juin 2023, si je ne dis pas de bêtises. On en avait discuté sur ce plateau, ça avait eu un impact quand même assez fort sur le marché à l'époque. En septembre 2023, Binance et Changpeng Zhao, donc son ancien PDG à l'époque, avaient demandé à la cour des États-Unis de revenir sur ces accusations. Pour rappeler très simplement, Binance était accusé de fraude sur valeur mobilière, d'avoir attiré ses utilisateurs sur Binance et non pas sur la filiale américaine, et tout un tas d'autres raisons. Il y avait 13 chefs d'accusation au total. On a eu la réponse là cette semaine de la part de la Cour des États-Unis qui, sur ces 13 chefs d'accusation, on a conservé 10 sans revenir dessus. Donc mauvaise nouvelle pour Binance. Sur les 3 autres, donc il y en a 2 qui ont été
partiellement modifié et un qui a été totalement annulé, à savoir celui qui portait sur le stablecoin BUSD. Malheureusement pour Binance, ils avaient déjà commencé à le délister un petit peu et ils ont perdu beaucoup de parts de marché dessus, donc c'est un peu dommage pour eux. Mais en tout cas, voilà, la réponse, elle est malheureusement pour Binance un petit peu compliquée. Et en parallèle de cette attaque envers les plateformes d'échange de crypto, la SEC continue aussi de s'attaquer à l'écosystème Ethereum. On en avait parlé, Consensus qui avait été poursuivi en justice. Récemment, on a eu une plainte de 60 pages qui a été déposée par la SEC à l'encontre de MetaMask pour justement permettre d'échanger des sécurités aux utilisateurs américains, et puis également contre Lido Finance et Rocket Pool, qui sont deux protocoles de finance décentralisés qui touchent au sujet du staking. Donc on commence un peu à distinguer l'idée que veut donner Gary Gensler dans cette manière de séparer en fait les crypto-monnaies. On comprend que Ether n'est pas une sécurité. De toute manière, l'approbation des ETF Ethereum Spot le prouve dans l'état dans lesquels ils sont. En revanche, le staking serait considéré comme tel, et donc tous les acteurs du staking maintenant, c'est la nouvelle mode, devront soit cesser leur activité, soit en tout cas payer probablement une forte amende à la SEC, même des acteurs décentralisés comme Lido Finance et Rocket Pool. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas les élections américaines et qu'on n'a pas un potentiel changement de figure à la tête de la SEC et donc un départ de Gary Gensler, ça risque d'aller dans cette direction-là et c'est pas forcément positif pour le marché. Mais en attendant, Cyril, dans 2 jours peut-être, on aura des ETF Ethereum Spot qui seront listés, peut-être le 4 juillet, oui. Dans 2 jours, donc aux États-Unis. Honnêtement, ça risque d'être de faire l'effet un peu d'un pétard mouillé au départ sur le marché où ça pourrait faire repartir un peu ce marché qui cale là depuis plusieurs semaines. Alors effectivement, c'est imminent. On en a entendu parler aussi il y a quelques jours parce que Van Eck a fait un gros coup de pub en disant qu'elle allait mettre les frais à 0 jusqu'à 2025. Ouais, c'est ça. Ou tant que l'ETF n'aurait pas atteint 1,5 milliard de dollars, donc une grosse pression baissière déjà sur les frais. Donc ça c'est intéressant. Pour information, ensuite elle veut passer à 20 BP, donc 0,20%. Les ETF spot Bitcoin sont entre 19 et 25 BP. À part l'ETF de Grayscale, qui lui est resté élevé. D'ailleurs, il existe un équivalent Ether du GBTC qui s'appelle l'ETHE. Encore une affaire à suivre. Voilà, encore une affaire à suivre, exactement. Mais il n'y a plus de discount. Le discount est complètement réduit. Donc oui, alors, juste en 2 mots, quel est le calendrier ? Entre septembre et novembre dernier, on a eu des dépôts pour les ETF spot Ether. En octobre, on a eu l'ETF Ether, mais futur. Ensuite, on le sait, en janvier, on a eu l'ETF Spot Bitcoin. En mars, on a eu d'autres acteurs qui ont déposé une demande pour l'ETF Spot Ether. Et en mai, et c'est ça qui a tout déclenché, en mai, on a eu l'accord pour que des bourses puissent lister les ETF Spot Ether. Il y a le NYSE, Nasdaq et le CBOE. Là, qu'est-ce qu'on attend pour que ça démarre ? Le deuxième formulaire qui s'appelle un formulaire S1, qui est l'équivalent du prospectus. On attend le tampon, voilà, des premiers émetteurs pour que ça commence à traiter le 4 juillet. Alors, pour savoir un petit peu quel sera l'impact, en général, il y a toujours des analystes qui sortent des études. On se souvient de Galaxy Digital qui avait sorti une étude avant le lancement de l'ETF Spot Bitcoin. D'ailleurs, c'était assez drôle. Ils avaient dit, on pense à 14 milliards de dollars de flux la première année. Bon, ça a été dépassé au bout de 6 mois. Là, quelles sont leurs estimations ? Ils estiment à 1 milliard le flux mensuel sur le potentiel ETF Spot Ether. Ça représente environ 1/3 des flux sur le Bitcoin, mais la capitalisation de l'Ether est aussi 1/3 de celle du Bitcoin. Le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ether qui soient stakés et qui a du coup une offre un peu moins importante, on pense que l'impact sur le cours, Galaxy Digital pense que l'impact sur le cours sera plus important que pour le Bitcoin. Bon, de toute façon, affaire à suivre. On verra dans 2 jours si jamais c'est listé. Et très très rapidement, il nous reste quelques secondes. Jeudi dernier, la semaine dernière, on a appris aussi que Van Eck avait déposé une demande d'ETF sur la crypto Solana. Jusqu'à maintenant, je crois que ça avait un peu de chance d'aboutir au niveau de la décentralisation, en tout cas à court terme.
Est-ce que ça nous dit, ça y est, il y a la course aux ETF crypto est lancée pour tout et... Pas forcément sûr. Il y aura peut-être d'autres demandes comme ça sur d'autres crypto-monnaies. Pour moi, c'est un énorme coup de communication et bravo de leur part de mettre la lumière sur les cryptos. Maintenant, tant que Larry Fink et BlackRock ne se lancent pas, moi, je n'y crois pas. Donc voilà, j'attends juste comme l'a dit aussi Cyril, voilà, il n'y avait pas d'ETF futur sur Solana, donc déjà premier point négatif. Et il n'y a pas BlackRock, donc deuxième point négatif. Donc pour l'instant, j'y crois pas. Cyril, pareil, juste un coup de com pour finir. Ouais. Oui, et effectivement, il n'y a pas de futur. Il y a des futurs sur le Bitcoin qui sont listés sur le Chicago Mercantile Exchange. Il y a le cas sur l'Ether, mais sur le Solana, ce n'est pas le cas. Bon, donc ça complique. Voilà. Et effectivement, on est plutôt sur un coup de com' de Vaneck. À ce stade, mais on verra. Effectivement, affaire à suivre et on suivra ça bien évidemment ici. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Cyril Sabag, managing directeur de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Lilian Liaga, journaliste chez Cryptost. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.